En 1984 est créé SOS Racisme dont le but est de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et plus largement toute forme de discrimination. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est Grégory Abelli, militant de l'association. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors pour commencer, quelles sont les principales actions de SOS Racisme sur le territoire et on peut même faire plus précisément en région parisienne? Ok, merci beaucoup pour l'accueil déjà. Alors c'est vrai, à SOS Racisme, tu l'as dit, on lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toute forme de discrimination. On le fait au travers de différents leviers d'action que sont l'action juridique, en accompagnant des personnes victimes de racisme et de discrimination dans leur démarche administrative, et on se constitue également partie civile dans les procès. On fait beaucoup d'actions d'éducation auprès des jeunes, notamment dans les collèges, dans les lycées, dans les milieux de jeunesse, centres socioculturels, etc., pour discuter avec eux de différents sujets autour de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les discriminations, et ouvrir des espaces de parole afin qu'ils puissent justement en discuter. Et on fait beaucoup d'actions de mobilisation citoyenne, donc des manifestations, des actions coup de poing, des événements culturels, des événements sportifs, des festivals, des événements, des actions de ce genre qui permettent justement tout à chacun de pouvoir s'engager. Et c'est ce qu'on fait au travers de toute la France. On a plus d'une trentaine de comités sur tout le territoire français, et particulièrement en Île-de-France avec des comités à différents endroits également. Vous combattez le racisme mais également plus largement les discriminations en général. Quelles sont justement les discriminations les plus courantes en France que SOS Racisme peut observer en général? Alors, dans les discriminations les plus courantes qu'on voit, c'est notamment tout ce qui est lié au sexisme aussi. Donc, les discriminations que les femmes peuvent subir. Et effectivement, c'est des choses qui se cumulent aussi. Lorsque, justement, par exemple, tu es une femme noire, originaire d'un quartier populaire, peut-être, c'est aussi donc le lieu de résidence, des critères de discrimination qui se cumulent et qui compliquent davantage les situations pour les personnes qui en sont victimes. Le 6 février, Jonathan Cohen, un jeune de confession juive, a été percuté par un tramway après s'être fait agresser par un groupe de jeunes. L'enquête est encore en cours actuellement pour déterminer le caractère antisémite justement de l'acte. Est-ce que justement au niveau de l'antisémitisme, vous avez peut-être remarqué une multiplication, une recrudescence des actes de ce type-là ces dernières années? Alors effectivement, on voit qu'il y a toujours, en tout cas toujours trop d'actes antisémites en France. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à les prouver aussi, puisque c'est toujours difficile donc les actes antisémites, les chiffres qui sont avancés, je ne les connais pas en tête là, mais les chiffres qui sont avancés qui permettraient de juger s'il y a une évolution ou pas de l'antisémitisme, c'est les chiffres des personnes qui déclarent être victimes d'antisémitisme. Et pour le coup, on se doute qu'il y en a qui ne vont pas forcément le déclarer, qui ne vont pas aller porter plainte, qui ne vont pas le signaler. Peut-être même une majorité qui ne déclare pas. Exactement, une majorité qui ne le déclare pas. Et du coup, il y a des périodes aussi où on sent qu'il y a un climat beaucoup plus tendu à l'égard de la population juive. Et on essaye d'être toujours actif sur le terrain quand ces périodes se manifestent. La justice, elle punit assez justement ces actes de discrimination en général, que ce soit racisme, antisémitisme, sexisme. Vous trouvez que c'est assez de la part de la justice? Eh bien, c'est pas assez, je dirais, puisque justement, ce qui est très compliqué, c'est la question des preuves. La question des preuves, puisque forcément, il y a besoin au niveau de la justice qu'il y ait des preuves pour chaque acte de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination. Et le plus souvent, déjà, alors pour parler des discriminations, eh bien, on ne sait pas forcément qu'on est discriminé quand on est refusé à un emploi, quand on est refusé à l'entrée d'une boîte de nuit, quand on est refusé à un logement. On ne peut pas forcément directement dire que c'est parce qu'on est de couleur, parce qu'on a une confession particulière. Donc l'importance des preuves à matérialiser, c'est compliqué. Et même, je dirais, quand c'est une insulte, finalement, s'il n'y a pas de moyens, de personnes autour, de vidéos, de preuves matérielles, c'est compliqué de les prouver. C'est un peu une parole contre une autre finalement. Exactement. Maintenant, la justice, elle fait quand même un travail et on y contribue, justement, je le disais tout à l'heure, en se portant partie civile, en essayant d'accompagner les familles de victimes pour justement faire condamner les actes, les agressions, et on le fait régulièrement avec plusieurs
plusieurs enquêtes qui ont abouti et qui ont fait condamner des personnes auteurs de faits de racisme. On est en ce moment en pleine période d'élection présidentielle. Là, on Ouais. est dans l'entre-deux tours, au moment où on enregistre cette émission. Donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron sautent au second tour. Est-ce que vous vous inquiétez de la montée de l'extrême droite dans le paysage politique ? Je parle évidemment de Marine Le Pen qui est aux portes, on peut dire, de la présidentielle. Effectivement, et ce qui est le plus inquiétant, c'est même la banalisation des idées qu'elle porte, la banalisation du projet de société qui est fondé sur la haine de l'autre, sur la volonté de discriminer l'autre en toute impunité, la volonté d'instaurer un droit différencié entre les Français et les étrangers, pour reprendre ce qu'elle veut faire. Et c'est des choses qui laissent des traces dans la société, qui impactent tout un espace. Et finalement, il y a beaucoup de jeunes, en discutant avec eux, qui nous font ressentir le fait qu'ils sont inquiets quant à cet avenir. Est-ce que finalement, nos parents, ils pourront rester, s'ils n'ont pas la nationalité française, est-ce qu'ils pourront rester en France avec nous ? Et c'est des choses qui inquiètent vraiment. Et on essaye d'agir pour justement qu'elle fasse le plus bas score également, puisque c'est le plus important aujourd'hui, qu'elle ne passe pas à l'Élysée. Au sujet de Marine Le Pen, toujours, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être une dédiabolisation de Marine Le Pen quand on voit l'arrivée d'Éric Zemmour, justement, qui est peut-être encore plus extrême que Madame Le Pen ? Est-ce que ça ne contribuerait pas aussi à sa montée au pouvoir ? Ça y contribue. Et ce que Éric Zemmour dit de la manière aussi crue, c'est ce qui contribue à mettre Marine Le Pen aussi haut dans les sondages et à ne plus voir le danger qu'est le fascisme et le danger qu'est le Rassemblement national, qui est héritier du Front national. Et n'oublions pas d'où vient le Front national, d'anciens SS qui ont participé à la création de ce parti, qui est l'entourage de Marine Le Pen. Et le des père personnes, de Marine Le Pen, notamment. Et beaucoup de personnes autour d'elle qui sont régulièrement condamnées, qui font régulièrement des sorties médiatiques condamnables, etc. Et c'est ce qu'on dénonce. Vous les considérez comme des ennemis, des adversaires, justement, les membres du Rassemblement national, ces gens d'extrême droite ? Leurs idées, en tout cas, oui. Les gens, en soi, moi je pense personnellement que tout le monde peut changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui ils peuvent penser ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés à vie à penser des choses comme ça. Et on l'a bien vu parce qu'il y avait des personnes qui étaient dites de gauche aussi, qui sont passées de l'autre côté, si je peux dire. Donc les gens en soi, c'est pas des ennemis, c'est leurs idées, c'est leur position. Vous combattez leurs idées et pas les personnes ? Exactement. Après, bon, ça passe effectivement par les personnes, on les interpelle, on les interpelle forcément, puisqu'ils ont une responsabilité dans ce qu'ils portent. C'est eux qui disent les propos, c'est pas nous. Donc on est obligé d'être en... C'est une confrontation forcément sur les idées, mais forcément ça passe à travers des personnes. Au niveau d'Éric Zemmour, vous étiez présent à ce meeting, ce fameux meeting, lorsque des militants de son parti, donc Reconquête, et des militants de SOS Racisme, il y a eu des confrontations. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Quelles étaient les raisons finalement d'une telle confrontation ? Alors, c'était pas vraiment une confrontation en fait, parce que nous en fait, donc le 5 décembre, au premier meeting de campagne présidentielle d'Éric Zemmour, avec des camarades d'SOS Racisme, on s'y est rendu pour assister au meeting et dire non au racisme. Non au racisme. On avait imprimé des t-shirts spécialement pour l'occasion. Et à un certain moment, quand ils prenaient la parole, on s'est dit, on monte sur les chaises, on enlève nos pulls et on crie non au racisme. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on s'est levé sur les chaises et qu'on a dit non au racisme, les gens nous ont sauté dessus pour nous frapper. Donc c'est pas une confrontation, c'était pas une bagarre, c'était une agression de leur part justement, dont nous avons été victimes. Et comment vous qualifieriez justement ces gestes de la part des militants d'Éric Zemmour ? Surtout en particulier, je revois ces images dans ma tête de femmes qui se prenaient des coups de la part de militants, des coups de chaise, c'était des images assez violentes. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'était d'une violence inouïe, effectivement, c'était très choquant et en fait c'est ce qui révèle ce qu'est en fait c'est parti en fait ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite au final on vient, on dit non au racisme, eux ils sont pas contents, ils t'en mettent une. Waouh, on est où là ? En fait on est venu dire non au racisme. On n'est pas, enfin je sais pas. Et pour moi c'est ce que révèle en fait l'extrême droite et le projet qu'ils portent. Et c'est ce qui révèle la nature aussi peut-être de ces personnes-là qui à l'heure où cette action s'est passée sont sortis de leur nerf d'avoir entendu simplement le fait qu'on combatte le racisme. Une vérité qui blesse finalement ? Très certainement. Comment on peut lutter concrètement aujourd'hui contre les discriminations en une vingtaine de secondes ? Les discriminations ? Les discriminations, le racisme en général, comment on peut lutter contre ça ? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des responsabilités que
plusieurs acteurs doivent avoir. Je pense les responsabilités de l'État, mettre en place des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Je pense que dans l'éducation nationale, on pourrait également mettre des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes à plus grande ampleur. Je pense que dans certains milieux professionnels, des formations seraient nécessaires. Je pense notamment à la police, par exemple, avec qui on voit beaucoup de faits de racisme, de violences policières, de rapports à des jeunes des quartiers populaires aussi, et qui n'est pas sans lien. C'est des domaines dans lesquels la formation est nécessaire. On espère que le nécessaire sera fait. En tout cas, merci beaucoup Grégory Abelli d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes militant de SOS Racisme. Merci beaucoup.